Je me souviens très précisément du jour où nous avons enterré notre mère. Il pleuvait sur Tours, une pluie fine, persistante, qui semblait tomber sans bruit sur les pavés près de la Loire. Les gens sortaient de l'église en silence, leurs parapluies noirs se frôlant comme des oiseaux fatigués. Je marchais derrière le cercueil, incapable de détacher mes yeux du bois sombre. C'était étrange, voir disparaître quelqu'un qui avait toujours été là, solide comme les murs d'une maison. Notre mère s'appelait Madeleine Roussel. Pendant 40 ans, elle avait vécu dans la même maison, une vieille bâtisse de pierre au bout d'une rue tranquille, avec un jardin envahi par les lilas et un pommier tordu qui penchait vers la clôture. Après la mort de notre père, elle avait refusé de partir. « Tant que cette maison tient debout, je tiens debout aussi », disait-elle souvent. Ce jour-là, pourtant, elle venait de partir. Je marchais entre mes deux frères. Jean-Paul, l'aîné, avançait d'un pas rapide, presque impatient. Son manteau sombre semblait trop neuf pour un enterrement. Depuis des années, il avait appris à cacher ses émotions derrière une efficacité froide. Il parlait peu, mais quand il parlait, c'était toujours pour résoudre un problème. Luc, lui, restait légèrement en arrière, les mains dans les poches, les épaules un peu voûtées, comme s'il s'excusait d'exister. Il avait toujours été comme ça, discret, silencieux, peut-être le seul de nous trois qui savait encore écouter le vent dans les arbres. Nous ne nous étions presque pas parlé pendant la cérémonie. La mort a parfois cet effet étrange. Elle rassemble les gens dans une pièce, mais les éloigne encore davantage. Ce n'est qu'en sortant du cimetière que Jean-Paul a enfin rompu le silence. La maison, on va devoir décider rapidement. Sa voix était calme, trop calme. Je me suis arrêtée net. Jean-Paul, il s'est tourné vers moi avec ce regard précis qu'il utilisait dans les réunions d'affaires. « Claire, soyons réalistes. Cette maison vaut une fortune. Elle est trop grande pour nous. On la vend et on partage. » Luc s'est arrêté derrière nous. « Tu veux vendre la maison ?» demanda-t-il doucement. Jean-Paul haussa les épaules. « Bien sûr. » Il désigna vaguement la colline où se trouvait la maison familiale. Le terrain seul vaut déjà beaucoup. Un promoteur pourrait construire 3 villas. Le mot « promoteur » m'a traversé comme une aiguille. Je pensais à la cuisine, au vieux carrelage fissuré, au dimanche où notre mère préparait la soupe pendant que la pluie frappait les vitres. Luc regardait le sol. « Elle vient à peine d'être enterrée », murmura-t-il. Jean-Paul soupira. « Justement, il faut être efficace. » Je compris alors quelque chose d'inquiétant. Pour Jean-Paul, la maison n'était déjà plus un souvenir. C'était un actif, un chiffre, un problème à résoudre. Nous sommes restés quelques secondes immobiles sous la pluie. Puis Luc a dit simplement « Je ne veux pas la vendre ». Le silence est tombé entre nous comme une porte qu'on claque. Jean-Paul a tourné lentement la tête vers lui. « Pardon, je ne veux pas vendre la maison. » Luc parlait toujours doucement, mais ses mots étaient clairs. Jean-Paul a esquissé un sourire nerveux. « Ce n'est pas toi seul qui décide. »« Non, » répondit Luc, « mais je ne veux pas. » Je sentais la tension monter comme une chaleur invisible. Alors j'ai essayé de changer de sujet. « On verra ça plus tard. Le notaire nous a donné rendez-vous mardi. » Jean-Paul hocha la tête. « Oui, maître Delorme. » Il remit ses gants. « On verra ce que dit le testament. » Le mot resta suspendu dans l'air humide. Le testament. Notre mère n'en parlait jamais. Jamais. Je ne savais même pas si elle en avait vraiment écrit un. La pluie redoubla. Nous avons quitté le cimetière en silence. Et pendant tout le trajet jusqu'à la maison, une pensée étrange ne cessait de me traverser l'esprit. Si notre mère avait vraiment laissé un testament, que pouvait-elle bien vouloir nous dire maintenant, qu'elle n'avait jamais osé nous dire de son vivant? 2 jours plus tard, nous étions assis dans l'étude de Maître Delorme. Le bureau se trouvait dans une rue étroite du vieux Tours, derrière une façade de pierre pâle qui semblait n'avoir pas changé depuis un siècle. À l'intérieur, l'air sentait le bois ciré et les dossiers anciens. Des étagères couvertes de classeurs montaient jusqu'au plafond et une grande horloge murale battait le temps avec une lenteur presque solennelle. Je n'étais pas venu dans ce bureau depuis plus de 20 ans, depuis la mort de notre père. Jean-Paul était assis en face du notaire, les mains croisées sur la table. Son visage avait repris cette expression sérieuse qu'il utilisait dans les réunions professionnelles. Luc, lui, regardait par la fenêtre, comme s'il préférait observer les passants
plutôt que la pile de documents posés devant nous. Maître Delorme ajusta ses lunettes. C'était un homme calme, dans la soixantaine, avec une voix posée qui semblait toujours peser chaque mot avant de le laisser sortir. « Je vais d'abord vous expliquer la situation juridique de la succession de votre mère, dit-il. Jean-Paul hocha légèrement la tête. Le notaire ouvrit le dossier. Madame Madeleine Roussel n'avait pas de dette importante au moment de son décès. Ses comptes bancaires ont été vérifiés. Les liquidités sont modestes. Jean-Paul ne réagit pas. Il attendait la suite. Le notaire continua. L'essentiel de son patrimoine est constitué de la maison familiale. Je sentis Luc se redresser légèrement sur sa chaise. Jean-Paul, lui, esquissa déjà un sourire discret. Dans ce cas, dit-il, la situation est simple. Maître Delorme leva la main. Pas exactement. Il tourna quelques pages dans le dossier. Votre mère a pris certaines décisions juridiques il y a 2 ans. Le silence s'installa. Jean-Paul fronça légèrement les sourcils. Quelle décision? Le notaire prit un document. Elle a créé une société civile immobilière. Jean-Paul resta immobile. Luc tourna enfin la tête vers la table. Une SCI? Demandai-je. Oui, Maître Delorme posa le document devant nous. La maison appartient désormais à cette SCI. Il nous regarda un instant. Et les parts de la société ont été réparties entre vous 3. Jean-Paul se pencha en avant. Combien? 1/3 chacun. Jean-Paul se détendit immédiatement. Parfait. Il se tourna vers moi et Luc. Donc on vend la maison, la SCI vend le bien et on partage. Le notaire resta silencieux quelques secondes. Puis il reprit doucement. Il y a une règle dans les statuts. Jean-Paul soupira. Quelle règle? Maître Delorme fit glisser un autre document sur la table. L'article 12 des statuts. Il lut lentement. Toute décision de vente du bien immobilier détenu par la société devra être prise à l'unanimité des associés. Jean-Paul resta figé. À l'unanimité? Oui. Le notaire replia les mains. Les 3 associés doivent être d'accord. Jean-Paul tourna la tête vers Luc. Luc ne disait rien, mais son silence suffisait. Jean-Paul se redressa sur sa chaise. C'est absurde. C'est légal, répondit calmement Maître Delorme. Jean-Paul se passa la main dans les cheveux. Donc si l'un de nous refuse, la maison ne peut pas être vendue. Le mot tomba dans la pièce comme une pierre dans l'eau. Je regardai Luc, il fixait la table. Jean-Paul inspira profondément. Très bien, sa voix était plus sèche maintenant. On trouvera une solution. Le notaire ne répondit pas immédiatement. Puis il ouvrit un tiroir de son bureau. Votre mère avait également prévu autre chose. Il sortit 3 petites boîtes en bois. Elles étaient simples, anciennes, chacune fermée par un petit fermoir en laiton. Maître Delorme les posa sur la table. Elles sont mentionnées dans le testament. Jean-Paul fronça les sourcils. Des boîtes? Le notaire hocha la tête. Une pour chacun de vous. Je regardais les prénoms gravés sur le couvercle. Jean-Paul, Claire, Luc. Personne ne parlait. Le notaire poussa doucement les boîtes vers nous. Votre mère a simplement écrit une phrase à ce sujet. Il ouvrit une feuille et lut. Avant de décider quoi que ce soit pour la maison, je veux que mes enfants ouvrent ces boîtes. Jean-Paul prit la sienne. Elle aimait les mises en scène, murmura-t-il. Luc prit la sienne sans dire un mot. Je pris la mienne en dernier. Les 3 boîtes reposaient maintenant devant nous, et pour la première fois depuis le début de cette réunion. J'eus l'étrange impression que le véritable testament de notre mère ne se trouvait peut-être pas dans ces documents juridiques, mais dans ces 3 petites boîtes. Nous sommes sortis de l'étude de Maître Delorme sans presque parler. La pluie avait cessé, mais l'air restait humide, comme si la ville elle-même n'avait pas encore décidé si la tempête était vraiment terminée. Jean-Paul marchait devant nous, les épaules droites, tenant sa petite boîte sous le bras comme un dossier important. Luc et moi marchions derrière. Je regardais la rue pavée qui descendait vers la Loire. Je n'arrivais pas à chasser une sensation étrange. Quelque chose venait de se mettre en mouvement. Quelque chose que notre mère avait préparé bien avant sa mort. Jean-Paul s'arrêta brusquement devant sa voiture. Bon, il se tourna vers nous. On va clarifier les choses. Luc leva les yeux. Jean-Paul continua, avec cette voix calme qui annonçait toujours une décision déjà prise. La maison est dans une SCI. Très bien. Mais ça ne change rien. Il sortit les clés de sa voiture. Les 3 parts nous appartiennent, donc tôt ou tard, on vendra. Luc secoua la tête. Pas si je refuse.
Le mot resta suspendu dans l'air. Jean-Paul plissa les yeux. « Tu refuses quoi, exactement ?»« De vendre la maison. » La réponse était simple, mais elle tomba comme une pierre. Jean-Paul éclata d'un petit rire incrédule. « Luc, tu vis à 45 ans comme si tu en avais 20. Cette maison coûte de l'argent. Elle n'est pas un musée. » Luc ne répondit pas tout de suite. Il regarda la rue, puis la boîte qu'il tenait encore dans la main. « C'est la seule chose que maman nous a laissée. » Jean-Paul soupira. Justement, il fit un geste vers la colline où se trouvait la maison. Cette maison vaut probablement plus de 600 000 euros. Je sentis mon estomac se serrer. 600 000 euros. Je n'avais jamais pensé à la maison comme à un chiffre. Pour moi, c'était l'odeur du parquet ancien, les rideaux qui bougeaient quand le vent passait par la fenêtre, les matins d'hiver où notre mère chauffait la cuisine avant que nous descendions. Jean-Paul continua. On vend, on partage, et chacun fait sa vie. Luc leva enfin les yeux vers lui. Ma vie est ici. Le silence qui suivit fut plus lourd que tout ce qui avait été dit jusque-là. Jean-Paul le regarda longtemps. Puis il demanda « Tu comptes vivre dans cette maison toute ta vie ?»« Peut-être. » Jean-Paul serra la mâchoire. « Et tu crois que moi je vais attendre 10 ans pour récupérer ma part ?» Je me sentais prise entre eux, comme quand nous étions enfants, quand je devais toujours calmer leurs disputes. « Jean-Paul, on vient à peine d'enterrer maman. » Il se tourna vers moi. « Claire, sois réaliste. » Il montra les boîtes. « Tout ça, c'est sentimental. Mais la maison, c'est une question financière. » Luc serra sa boîte. « Maman ne l'aurait jamais vendue. » Jean-Paul répondit immédiatement. Maman n'avait pas les mêmes problèmes que nous. Je regardais leur visage. Je réalisais soudain quelque chose que je n'avais jamais voulu admettre. Nous ne parlions plus de la maison. Nous parlions de nos vies, de nos échecs, de nos peurs. Jean-Paul monta dans sa voiture. Avant de fermer la portière, il lança « On ouvrira ces boîtes ce soir, chez maman. » Puis il démarra. Luc et moi restâmes seuls sur le trottoir. Pendant quelques secondes, aucun de nous ne bougea. Puis Luc murmura « Tu crois qu'elle savait que ça arriverait ?» Je regardais la petite boîte dans mes mains. Le bois était usé par le temps, comme si quelqu'un l'avait tenu souvent. « Oui, dis-je doucement. » Luc leva les yeux. « Pourquoi ?» Je pris une longue inspiration, et je repensais à la phrase que Maître Delorme avait lue. « Avant de décider quoi que ce soit pour la maison, je veux que mes enfants ouvrent ces boîtes. » Je relevai la tête, parce que maman savait très bien que la guerre commencerait ici. La maison de notre mère se trouvait au bout d'une petite rue en pente, bordée de vieux murs couverts de lierre. Quand nous sommes arrivés ce soir-là, la lumière du crépuscule tombait déjà sur les tuiles sombres du toit. Je n'y étais pas entré depuis plusieurs mois. Luc poussa la porte avec la vieille clé que notre mère gardait toujours dans la poche de son manteau. La serrure grinça légèrement comme si elle reconnaissait encore ses habitants. L'odeur de la maison nous enveloppa immédiatement. Un mélange de bois ancien, de poussière et de savon de Marseille. Rien n'avait changé. Le même tapis dans l'entrée. Le même meuble où notre mère posait son courrier. La même lampe jaune qui éclairait faiblement le couloir. Jean-Paul entra derrière nous et posa son manteau sur une chaise. « Bon, dit-il. » Sa voix résonna un peu trop fort dans la maison silencieuse. « On va régler cette histoire de boîte. » Luc posa les 3 boîtes sur la table de la cuisine. La cuisine, c'était le cœur de la maison. Les carreaux blancs légèrement fissurés, la vieille table en bois massif et la fenêtre qui donnait sur le jardin où notre père avait autrefois planté un cerisier. La pluie recommença à tomber doucement contre les vitres. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Les 3 boîtes étaient là. Jean-Paul attrapa la sienne le premier. « Je commence. » Il ouvrit le petit fermoir en laiton. Le couvercle grinça légèrement. À l'intérieur, il y avait un carnet noir, simple, sans décoration. Jean-Paul le prit entre ses mains et lut le titre écrit sur la première page. « Mes échecs ». Il fronça les sourcils. Sérieusement, il feuilleta les premières pages. Je me penchai un peu pour voir. L'écriture de notre mère était fine, régulière, presque trop appliquée. Jean-Paul lut à voix haute « 1989, la boulangerie a fermé, les dettes ont commencé. » Il tourna une page. « 1991. J'ai vendu la voiture pour payer les factures. » Puis une autre. « 1993. J'ai accepté un travail de nuit. Les enfants ne doivent pas savoir. » Jean-Paul referma brusquement le carnet.
C'est quoi ça? Luc répondit doucement. Sa vie. Jean-Paul posa le carnet sur la table. Non, ça c'est de la nostalgie inutile. Je sentis une pointe de colère monter en moi. Jean-Paul, mais il leva la main. On ne va pas transformer cette maison en musée. Luc prit alors sa propre boîte. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il y avait un petit sachet en papier brun. Il le sortit. Des graines, murmura-t-il. Jean-Paul éclata d'un rire bref. Parfait. Notre héritage est complet. Luc déplia le petit mot glissé dans le sachet. Il lut en silence. Je voyais ses yeux parcourir les lignes. Puis il murmura « Ce sont les fleurs que je voulais planter dans le jardin. » Sa voix se brisa légèrement. « Je n'ai jamais trouvé le temps. Peut-être que toi, tu le feras. » La cuisine devint soudain très silencieuse. Jean-Paul regardait ailleurs. Je pris ma boîte en dernier. Mes mains tremblaient un peu. Je ne savais pas pourquoi. Quand j'ouvris le couvercle, je découvris plusieurs photographies anciennes. Nous trois, enfants, dans le jardin. Luc couvert de boue près du cerisier. Jean-Paul tenant un ballon de football. Moi assise sur les marches avec notre mère. Au fond de la boîte, il y avait une enveloppe. Je l'ouvris. La lettre était courte, très courte. « Claire, tu as toujours essayé d'éviter les conflits. Mais parfois, la paix ne vient pas du silence. Elle vient de la vérité. Maman. » Je relus la phrase 2 fois. Luc regardait les photos. Jean-Paul tapotait le carnet du bout des doigts, puis il dit calmement « Très bien ». Il leva les yeux vers nous. C'était touchant. Il repoussa la chaise et se leva. « Mais ça ne change rien. » Luc fronça les sourcils. « Rien ?» Jean-Paul regarda la fenêtre. La pluie tombait maintenant plus fort. « Demain, dit-il, je vais voir un avocat. » Le mot tomba dans la cuisine comme un coup de tonnerre. Luc se leva brusquement. « Tu veux attaquer la famille ?» Jean-Paul répondit sans hésiter. « Je veux récupérer ce qui m'appartient. » Je regardais le carnet, les graines, les photos. Et pour la première fois, une pensée me traversa l'esprit avec une clarté glaciale. Notre mère n'avait peut-être pas laissé ces boîtes pour nous consoler. Peut-être qu'elle les avait laissées pour voir ce que nous allions devenir. La nuit fut longue dans la maison. Personne ne dormit vraiment. Après l'annonce de Jean-Paul, la cuisine s'était vidée peu à peu. Luc était sorti dans le jardin malgré la pluie et je l'avais entendu marcher longtemps sur les graviers. Jean-Paul, lui, s'était installé dans l'ancienne chambre de nos parents comme s'il occupait déjà un bureau provisoire. Moi, je restais dans la cuisine. La lampe au-dessus de la table diffusait une lumière jaune qui faisait danser les ombres sur les murs. Devant moi, les 3 objets laissés par notre mère reposaient encore sur le bois. Le carnet noir, les photos et le petit sachet de graines. Je pris le carnet. Jean-Paul l'avait refermé brutalement quelques heures plus tôt, comme s'il refusait d'en lire davantage. Mais quelque chose me poussait à continuer. Je tournais lentement les pages. L'écriture de notre mère était calme, régulière, presque obstinée. Chaque ligne semblait écrite avec le soin de quelqu'un qui voulait comprendre sa propre vie. Les dettes de la boulangerie continuent. Je ne dois pas inquiéter les enfants. Je tournais la page. 1992. Luc a cassé la fenêtre du salon avec un ballon. Il a eu peur de me le dire. J'ai fait semblant de ne pas savoir que c'était lui. Un sourire triste passa sur mes lèvres. Plus loin, 1995. Claire veut arrêter ses études pour m'aider à la maison. Je dois l'en empêcher. Elle mérite une vie plus grande que cette maison. Je continuais. Les années défilaient. Les difficultés financières, les petits triomphes, les peurs qu'elle n'avait jamais montrées. Puis, vers le milieu du carnet, certaines pages changèrent légèrement de ton. Notre mère parlait davantage de nous, de nos choix, de nos erreurs. Je tombais sur une phrase qui me fit frissonner. Jean-Paul croit que l'argent peut réparer les choses que la vie a cassées. Je refermai un instant les yeux. C'était exactement lui. Je tournai encore une page, et là, une phrase me fit rester immobile. Aujourd'hui, j'ai dû vendre la bague de mère pour aider Jean-Paul à sauver son entreprise. Il ne doit jamais savoir. Je relus la phrase, 2 fois, 3 fois. La bague de notre grand-mère. Je me souvenais parfaitement de cette bague. Une petite pierre bleue que notre mère portait parfois les dimanches. Elle avait disparu un jour. Elle nous avait simplement dit qu'elle l'avait perdue. Je posai la main sur la page. Et je compris soudain que Jean-Paul n'avait jamais su. Je continuai à lire. Luc a encore des dettes. Je vais l'aider une dernière fois.
Peut-être qu'un jour, il comprendra que ce n'est pas de l'argent dont il a besoin. Une autre page. Claire pense que je suis forte. Mais je ne le suis pas toujours. Je sentis mes yeux se remplir de larmes. À ce moment-là, la porte de la cuisine s'ouvrit. Luc entra. Ses cheveux étaient mouillés par la pluie. Il s'arrêta en voyant le carnet ouvert devant moi. « Tu lis ?» Je hochai la tête. Il s'approcha lentement. « Et alors ?» Je tournai le carnet vers lui. « Regarde ça. » Luc lut la phrase sur la bague. Ses sourcils se froncèrent. « Jean-Paul le sait ?» « Non. » Luc resta silencieux un moment. Puis il murmura. « Elle a vendu l'héritage de sa mère pour lui. » Je refermai doucement le carnet. « Et il veut vendre la maison. » Luc regarda la table, les graines, les photos, le carnet. « Tu crois que c'est pour ça qu'elle a créé la SCI ?» demanda-t-il. Je réfléchis quelques secondes. « Peut-être. » Luc posa la main sur le sachet de graines. « Demain, dit-il, je vais planter ces fleurs. » Je levai les yeux vers lui. Même si Jean-Paul lance la procédure, Luc haussa les épaules. Surtout si Jean-Paul lance la procédure. Il regarda la fenêtre. La pluie tombait encore. Parce que si la maison doit disparaître un jour, il serra légèrement le sachet. Je veux au moins que quelque chose pousse ici avant. Je restais silencieuse. Puis je regardais de nouveau le carnet, et une pensée étrange me traversa l'esprit. Si notre mère avait écrit toutes ces choses, peut-être qu'elle savait déjà exactement ce qui allait arriver maintenant. Le lendemain matin, la maison semblait différente. La pluie s'était arrêtée pendant la nuit et une lumière pâle entrait par les fenêtres de la cuisine. Le jardin était encore humide. Les branches du vieux pommier brillaient sous les gouttes d'eau. Pendant un instant, tout paraissait paisible, presque normal. Mais la tension de la veille flottait encore dans l'air. Jean-Paul était déjà parti. Quand je suis descendue dans la cuisine, sa chaise était vide et la tasse de café qu'il avait laissée dans l'évier était encore tiède. Sur la table, le carnet noir était posé exactement là où je l'avais laissé. Luc entra quelques minutes plus tard avec ses bottes pleines de terre. « Il est parti ?» demanda-t-il. Je hochai la tête. Très tôt, Luc regarda la chaise vide. Chez l'avocat. Ce n'était pas une question. Nous savions tous les deux. Je versai du café dans 2 tasses. « Tu crois qu'il ira vraiment jusqu'au tribunal ?» Luc s'assit. Il regarda par la fenêtre vers le jardin. Jean-Paul ne fait jamais semblant. Je posai la tasse devant lui. S'il attaque la CI, Luc prit une gorgée de café. Ce sera la guerre. Nous restâmes silencieux quelques secondes. Puis Luc posa doucement le sachet de graines sur la table. Je vais commencer aujourd'hui. Commencer quoi? Le jardin. Je le regardais, surprise. Luc, avec tout ce qui se passe? Il haussa les épaules. Justement, il montra la terre humide derrière la fenêtre. Maman voulait planter ses fleurs. Je ne répondis pas. Je savais qu'il avait raison. Mais une autre inquiétude me rongeait. Jean-Paul. 2 heures plus tard, il revint. Le bruit de sa voiture sur les graviers nous fit lever les yeux. La porte d'entrée claqua. Ses pas résonnèrent dans le couloir. Quand il entra dans la cuisine, il portait un dossier sous le bras. Je reconnus immédiatement l'expression de son visage. La même qu'autrefois, quand il avait décidé quelque chose et qu'il n'y avait plus moyen de le faire changer d'avis. Luc resta assis. Jean-Paul posa le dossier sur la table. « J'ai vu un avocat. » Sa voix était calme. Luc croisa les bras. « Et » Jean-Paul ouvrit le dossier. « La règle d'unanimité dans la SCI est solide. » Il marqua une pause. « Mais il existe une solution. » Je sentis mon estomac se serrer. « Quelle solution ?» Jean-Paul se tourna vers moi. « Le tribunal peut dissoudre la société en cas de blocage entre associés. » Luc secoua la tête. « Tu veux attaquer la SCI ?» Jean-Paul répondit sans hésiter. « Je veux sortir de cette situation. » Luc se leva brusquement. « En attaquant ta propre famille ?» Jean-Paul tapa légèrement sur le dossier. « En utilisant la loi. » La cuisine devint soudain étroite. « La procédure s'appelle dissolution pour mésentente entre associés, » continua Jean-Paul. « Si le juge estime que la société ne peut plus fonctionner, il peut ordonner la vente du bien. » Je regardais Luc. Il était devenu très pâle. « Tu vas vraiment faire ça ?» Jean-Paul referma le dossier. « Si je dois attendre 10 ans pour récupérer mon argent, oui. » Luc s'approcha de la table. « Cette maison n'est pas ton argent. » Jean-Paul le regarda froidement. « Si, un tiers l'est. » Luc serra les poings. « Maman ne voulait pas qu'on la vende. » Jean-Paul haussa les épaules. « Maman n'est plus là. » Le silence qui suivit fut brutal. Je regardais le carnet noir posé sur la table.
La phrase sur la bague me revint en mémoire. Je me levai. Jean-Paul. Il se tourna vers moi. Quoi? Je posai la main sur le carnet. Tu sais que maman a vendu la bague de grand-mère pour t'aider? Il resta immobile. De quoi tu parles? Je tournai le carnet vers lui. C'est écrit ici. Jean-Paul fixa la page quelques secondes, puis il détourna les yeux. Ce carnet n'est qu'un journal. Luc murmura, elle t'a sauvé ton entreprise. Jean-Paul referma brutalement le carnet. Ça ne change rien, il reprit le dossier. J'irai au tribunal si nécessaire. Luc le regarda avec une colère que je ne lui avais jamais vue. Alors fais-le. Jean-Paul se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il dit simplement « Demain matin ». La porte claqua. Je restais debout au milieu de la cuisine. Luc regardait la terre du jardin à travers la fenêtre. « Tu crois qu'il va vraiment le faire ?» demandai-je. Luc répondit sans me regarder. « Oui, il prit le sachet de graines. Et je crois que maman savait déjà que ça arriverait. » Cette nuit-là, personne ne parla vraiment dans la maison. Jean-Paul s'était enfermé dans l'ancienne chambre de nos parents. On entendait parfois le bruit sec de ses pas sur le parquet, puis le silence revenait, épais comme un mur. Luc resta longtemps dans le jardin. Je le voyais par la fenêtre de la cuisine, penché sur la terre sombre, éclairé par la lumière jaune de la lampe extérieure. La pluie avait cessé, mais l'air restait froid. Il travaillait lentement, comme si chaque coup de bêche était une manière de retenir quelque chose qui nous échappait déjà. Je ne savais pas quoi faire. Je tournais encore quelques pages du carnet de notre mère, mais les mots se mélangeaient dans ma tête. Une phrase revenait sans cesse. Un jour, ils devront apprendre à se regarder autrement. Vers 22 heures, la porte du jardin s'ouvrit. Luc entra, les mains couvertes de terre. « J'ai préparé les plates-bandes, dit-il simplement. Je hochai la tête. « Tu vas planter demain ?» ?»« Oui. » Il regarda la chaise vide de Jean-Paul. « S'il ne détruit pas tout avant. » Je soupirai. « Luc !» Mais à ce moment-là, la porte du couloir s'ouvrit brusquement. Jean-Paul apparut. Il avait retiré sa veste et ses manches de chemise étaient retroussées. Dans sa main, il tenait le dossier juridique que l'avocat lui avait donné. Son regard était dur. « On doit parler. » Luc resta debout, près de la table. « On parle déjà. » Jean-Paul posa le dossier sur la table avec un bruit sec. « Demain matin, je dépose la demande de dissolution de la SCI. » Le mot frappa la pièce comme un coup de marteau. Je me levai. « Jean-Paul, mais Luc parla avant moi. Tu vas vraiment traîner ta propre famille devant un tribunal ?» Jean-Paul le fixa. « Je vais récupérer ce qui m'appartient. » Luc éclata. Pour la première fois de la soirée, sa voix monta. « Ce qui t'appartient ?» Il frappa la table du plat de la main. « Tu crois que cette maison est un coffre-fort ?» Jean-Paul répondit immédiatement. « C'est un bien immobilier. » Luc secoua la tête incrédule. « Tu n'as donc rien compris. » Jean-Paul avança d'un pas. « J'ai compris qu'on ne peut pas rester bloqué dans une SCI pendant 10 ans parce que monsieur refuse de grandir. » Luc se rapprocha à son tour. « Tu veux parler de grandir ?» Sa voix tremblait maintenant. « Tu sais pourquoi maman m'a aidé financièrement ?» Jean-Paul haussa les épaules. « Parce que tu faisais des erreurs. » Luc éclata de rire. Un rire dur, amer. « Et toi ?» Jean-Paul fronça les sourcils. Luc attrapa le carnet noir sur la table et l'ouvrit brutalement. « Tu veux savoir pourquoi maman a vendu la bague de grand-mère ?» Jean-Paul resta figé. Luc tourna le carnet vers lui. « Pour sauver ton entreprise. » Le silence devint brutal. Jean-Paul fixa la page quelques secondes, puis il referma le carnet d'un geste sec. « Ce n'est pas le sujet. » Je sentis une colère monter en moi. « Bien sûr que si. » Jean-Paul se tourna vers moi. « Claire, je ne vais pas m'excuser pour avoir essayé de réussir ma vie. » Luc murmura. « Elle a vendu son héritage pour toi. » Jean-Paul tapa du poing sur la table. Et alors, le bruit résonna dans toute la cuisine. « Ça ne change rien !» cria-t-il. Je n'avais jamais vu Jean-Paul crier. « La maison vaut plus d'un demi-million d'euros, » continua-t-il. Il pointa la fenêtre du doigt. « Et vous voulez la garder comme un monument ?» Luc serra les dents. « Oui. » Jean-Paul le regarda stupéfait. « Tu es fou. » Luc répondit calmement. « Peut-être. » Il désigna le jardin. « Mais je préfère être fou que vendre la seule chose que maman a réussi à sauver. » Jean-Paul resta silencieux quelques secondes, puis il ramassa le dossier. « Très bien. » Sa voix redevint froide. « Demain matin, j'ouvre la procédure. » Il se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna. « Et quand le tribunal ordonnera la vente, vous me remercierez peut-être. » La porte claqua. Le silence revint.
Luc resta immobile au milieu de la cuisine. Je m'approchai de la fenêtre. Dans le jardin, la terre retournée formait déjà de longues lignes sombres. Luc murmura derrière moi. « Tu crois qu'il ira vraiment jusqu'au bout ?» Je regardais la nuit qui enveloppait la maison, puis je pensais à la précision avec laquelle notre mère avait créé cette SCI, à la règle d'unanimité, aux boîtes, aux carnets. Et une idée me traversa soudain l'esprit, une idée étrange que je n'avais encore jamais envisagée. Peut-être que notre mère n'avait pas seulement prévu l'héritage, peut-être qu'elle avait aussi prévu cette guerre. Le lendemain matin, je n'ai presque pas dormi. La maison semblait retenir son souffle, comme si les murs eux-mêmes attendaient la suite. La lumière grise de l'aube entrait dans la cuisine, et pendant quelques secondes, j'eus l'impression étrange d'être revenu 20 ans en arrière, quand notre mère préparait le café avant que nous descendions. Mais cette fois, la chaise de Jean-Paul était vide. Sa voiture n'était plus dans l'allée. Il était parti tôt, très tôt. Luc entra dans la cuisine quelques minutes plus tard, encore en bottes, les mains tachées de terre. « Il est déjà parti ?» Je hochai la tête. « Oui. » Luc regarda la table. Le carnet noir était toujours là, les photos, le sachet de graines. Il resta silencieux quelques secondes. Alors c'est aujourd'hui, je compris immédiatement ce qu'il voulait dire. Aujourd'hui, Jean-Paul allait déposer la procédure. Je pris mon manteau. Je vais voir Maître Delorme. Luc leva les yeux. Pourquoi ? Je regardais les documents que le notaire nous avait remis la veille, parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. 1 heure plus tard, je franchissais de nouveau la porte de l'étude notariale. Maître Delorme leva les yeux de son bureau, surpris. « Madame Roussel ? Pardon de venir sans rendez-vous. » Il me fit signe de m'asseoir. « J'imagine que cela concerne la maison. Je sortis les statuts de la SCI. Jean-Paul va lancer une procédure pour dissoudre la société. » Le notaire ne sembla pas étonné. Je m'en doutais. Je posai le document devant lui. « Mais je voudrais relire les statuts. » Il ajusta ses lunettes. « Bien sûr. » Nous parcourûmes les pages ensemble. Article 1. Objet de la société. Article 5. Répartition des parts. Article 12. Unanimité pour la vente. Tout cela, je le connaissais déjà. Puis mon regard tomba sur un paragraphe plus bas. Article 18. Je fronçai les sourcils. « Attendez. » Maître Delorme suivit mon doigt. Il lut silencieusement quelques lignes. Puis il releva lentement la tête. « Ah! Ah !» Il resta silencieux quelques secondes. « Votre mère était très prudente. Je sentis mon cœur accélérer. Qu'est-ce que cela veut dire ?» Le notaire posa doucement les mains sur le bureau. L'article 18 prévoit une clause particulière. Il prit le document et lut à voix haute. Si un associé engage une action judiciaire visant à forcer la vente du bien immobilier contre la volonté d'un membre de la famille, ces parts pourront être rachetées par la société à leur valeur nominale. Je clignai des yeux. Valeur nominale ? Oui, il tourna la page. Dans ce cas précis, 1 euro. Le mot resta suspendu dans la pièce. 1 euro ? Maître Delorme hocha la tête. Votre mère a prévu un mécanisme de protection. Je sentis un frisson me parcourir. Donc si Jean-Paul lance la procédure, le notaire termina la phrase calmement. Il risque de perdre sa part de la maison. Je restais silencieuse. Tout devenait soudain clair. La SCI, la règle d'unanimité. Et maintenant, cette clause. Ma mère n'avait rien laissé au hasard. Je levai les yeux vers le notaire. Elle savait. Maître Delorme referma doucement le dossier. Votre mère connaissait très bien ses enfants. Je sortis de l'étude quelques minutes plus tard. La rue était baignée d'une lumière pâle. Je restais immobile sur le trottoir. Dans ma tête, une seule phrase tournait. Jean-Paul pense qu'il va gagner au tribunal. Mais il ne sait pas encore que notre mère a déjà prévu le résultat. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, je compris que le véritable héritage de Madeleine Roussel n'était pas la maison. C'était le piège juridique qu'elle avait construit autour. Quand je suis rentrée à la maison, Luc était dans le jardin. Il était agenouillé près des plates-bandes qu'il avait préparées la veille. La terre était encore sombre et humide. Le sachet de graines reposait à côté de lui, ouvert. Je restais quelques secondes à le regarder depuis le seuil. Il travaillait lentement, avec cette patience qu'il avait toujours eue. La patience des gens qui ne cherchent pas à gagner, mais simplement à continuer. « Alors ?» demanda-t-il sans lever la tête. Je m'approchai. Jean-Paul a déposé la procédure. Luc s'arrêta.
Il resta immobile quelques secondes, la main suspendue au-dessus de la terre. Je m'en doutais. Il reprit doucement son geste. Il va essayer de forcer la vente. Je m'accroupis à côté de lui. Oui, Luc planta quelques graines dans la terre. Et maintenant, je restais silencieuse. Le jardin était calme. On entendait seulement le bruit lointain d'une voiture sur la route. Maintenant, on attend. Luc releva enfin les yeux vers moi. Attendre quoi? Je pris une inspiration. Que Jean-Paul découvre ce que maman a vraiment écrit dans les statuts. Luc fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui expliquai. La clause, l'article 18, le rachat des parts à 1 euro si un associé tente de forcer la vente par voie judiciaire. Luc resta figé. La petite poignée de graines glissa de sa main. 1 euro? Je hochai la tête. Maman a construit un piège juridique. Luc se redressa lentement. Donc si Jean-Paul poursuit, il perd sa part. Le vent passa dans les branches du pommier. Luc regarda la maison, longtemps, puis il murmura « Elle savait ». Je souris tristement. Oui, nous restâmes silencieux. Luc finit de planter les graines. Puis il se leva. « Tu vas lui dire ?» Je secouai la tête. « Non. » Luc me regarda surpris. « Pourquoi ?» Je pensais au carnet, au sacrifice que notre mère avait fait, à la bague de notre grand-mère, à tout ce que Jean-Paul n'avait jamais voulu voir. Parce qu'il doit choisir lui-même. Luc ne répondit pas. Le soleil commençait à apparaître derrière les nuages. La terre fraîchement retournée formait de longues lignes sombres dans le jardin. 3 jours passèrent. Le 4e matin, Jean-Paul revint à la maison. Sa voiture s'arrêta brutalement dans l'allée. Il sortit sans même fermer la portière. Quand il entra dans la cuisine, son visage était livide. Il tenait un document froissé dans sa main. « Vous étiez au courant ?» Luc et moi étions assis à la table. Je levai les yeux calmement. « Au courant de quoi ?» Jean-Paul posa le document sur la table. « De cette clause. » Sa voix tremblait de colère. Luc prit le papier. Il lut lentement. Puis il releva les yeux vers Jean-Paul. « Oui. » Le silence qui suivit fut glacial. Jean-Paul nous regarda tour à tour. « Donc vous saviez que je perdrais ma part si je lançais la procédure ?» Je répondis doucement. « C'est toi qui as décidé d'aller au tribunal. » Jean-Paul passa la main dans ses cheveux. « C'est un piège. » Luc répondit calmement. « Non. » Il désigna la maison autour de nous. « C'est un choix. » Jean-Paul resta immobile. Je vis quelque chose changer dans son regard. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, il comprenait, mais il était peut-être déjà trop tard. Il murmura. « Le juge peut vraiment appliquer ça ?» Je répondis simplement. « Oui. » Jean-Paul regarda la table. Le carnet noir était toujours là. Il l'ouvrit lentement. Ses yeux parcoururent les pages, puis il s'arrêta sur la phrase concernant la bague. Je vis ses mains trembler. Luc se leva. Il prit le sachet de graines. « Viens voir. » Jean-Paul leva les yeux confus. Luc se dirigea vers le jardin. Jean-Paul hésita quelques secondes. Puis il le suivit. Je restais derrière eux. Depuis la porte, je les regardais s'arrêter devant la terre fraîchement plantée. Luc montra les petites lignes de graines. Maman voulait planter ses fleurs. Jean-Paul regarda la terre. Le vent faisait bouger les branches du pommier. Luc dit simplement « Tu peux encore choisir ». Jean-Paul resta longtemps silencieux. Puis il murmura « Et si je retire la procédure ?» Luc haussa les épaules. « Alors la maison reste. » Jean-Paul regarda la terre encore une fois. Et pour la première fois depuis l'enterrement de notre mère, je vis ses épaules s'abaisser, comme si quelque chose venait enfin de céder en lui. Les semaines qui suivirent furent étrangement calmes. Jean-Paul retira la procédure quelques jours plus tard. Il ne l'annonça pas avec de grands mots. Il posa simplement une enveloppe sur la table de la cuisine un matin, puis il sortit fumer dans le jardin. À l'intérieur se trouvait le courrier de son avocat confirmant le retrait de la demande de dissolution de la SCI. Luc lut la lettre en silence. Puis il la replia soigneusement. « C'est mieux comme ça, murmura-t-il. » Jean-Paul ne répondit pas. Il regardait le jardin. La terre que Luc avait retournée quelques semaines plus tôt commençait déjà à changer. De petites pousses vertes apparaissaient timidement entre les lignes sombres. Les graines avaient pris. Je restais longtemps près de la fenêtre ce matin-là. La maison semblait respirer différemment. Les bruits familiers revenaient. La bouilloire qui siffle, le plancher qui grince dans le couloir, les branches du pommier qui frappent doucement la vitre quand le vent se lève. Jean-Paul venait désormais plus souvent. Il ne parlait pas beaucoup, mais il restait.
Un jour, je l'ai vu relire le carnet de notre mère dans le salon. Il tournait les pages lentement, comme si chaque ligne demandait un effort. Je n'ai rien dit. Certaines choses doivent être découvertes seules. Luc, lui, continuait de s'occuper du jardin. Au début, les fleurs étaient à peine visibles, de simples tiges fragiles qui semblaient hésiter à sortir de la terre. Puis, au fil des jours, elles se sont ouvertes. Des fleurs simples, blanches et violettes. Le même type de fleurs que notre mère aimait planter autrefois près du vieux pommier. Un dimanche matin, nous nous sommes retrouvés tous les trois dans le jardin, sans vraiment l'avoir prévu. Jean-Paul regardait les fleurs. Luc tenait une tasse de café. Je m'assis sur la vieille marche de pierre près de la cuisine. Personne ne parlait. Mais le silence n'était plus le même que les jours précédents. Jean-Paul finit par dire doucement « Elle savait ». Luc hocha la tête. « Oui ». Jean-Paul regarda les fleurs encore une fois. « Elle savait que je ferais ça », je répondis simplement. « Elle savait surtout que tu pouvais encore choisir ». Jean-Paul resta immobile. Puis il posa une main sur le tronc du vieux pommier. J'ai passé toute ma vie à croire que réussir voulait dire gagner. Il regarda la maison derrière nous. Et elle avait déjà compris quelque chose que je n'avais jamais vu. Le vent passa doucement dans le jardin. Les fleurs tremblèrent légèrement. Luc dit alors « Elle ne nous a pas laissé une maison ». Jean-Paul se tourna vers lui. « Non ?» Luc secoua la tête. « Elle nous a laissé du temps ». Jean-Paul resta silencieux. Puis il regarda la terre, les fleurs, la maison. Et pour la première fois depuis très longtemps, il sourit. Je repensais alors à la phrase écrite dans la lettre que notre mère m'avait laissée dans la petite boîte. La paix ne vient pas du silence, elle vient de la vérité. Pendant longtemps, nous avions cru que l'héritage était une question d'argent, de biens, de chiffres. Mais ce matin-là, devant ces fleurs qui poussaient lentement dans la terre que Luc avait retournées, je compris enfin ce que notre mère avait essayé de nous transmettre. Le véritable héritage d'une vie n'est jamais ce que l'on peut vendre. C'est ce que l'on apprend à voir quand il est presque trop tard. Et si quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui traverse ce genre d'histoire, avec des familles divisées par des maisons, des héritages ou des souvenirs, je voudrais lui dire une chose. Les biens se partagent, les comptes se ferment, mais les silences que l'on garde trop longtemps entre nous, eux, peuvent durer toute une vie. Alors si vous le pouvez encore, parlez, avant qu'il ne reste plus que des boîtes fermées sur une table et des fleurs qui poussent dans un jardin vide. Parfois, les histoires de famille ne se brisent pas à cause de la haine, mais à cause de ce que personne n'ose dire à temps. Nous croyons souvent que l'héritage est une question de biens, de chiffres ou de justice. Pourtant, cette histoire nous rappelle quelque chose de beaucoup plus profond. Les parents passent une vie entière à protéger leurs enfants, souvent dans le silence, souvent dans l'ombre. Ils vendent parfois leurs rêves, leurs souvenirs ou même les bijoux de leurs propres parents, simplement pour que leurs enfants puissent continuer à avancer. Et pourtant, lorsque vient le moment de l'héritage, ce que nous voyons en premier n'est pas toujours l'amour qu'ils ont laissé, mais la valeur des murs. La véritable leçon de cette histoire n'est peut-être pas juridique. Elle est humaine. Elle nous rappelle que la plus grande richesse qu'un parent transmet n'est pas une maison ni un compte bancaire, mais une manière de regarder la vie. Comprendre les sacrifices invisibles, apprendre à choisir l'unité plutôt que la victoire. Et parfois, accepter que la paix familiale vaut plus que n'importe quel héritage. Alors, je voudrais vous poser une question. Avez-vous déjà vécu une situation où une maison, un héritage ou un souvenir de famille a créé des tensions entre frères et sœurs? Ou au contraire, avez-vous découvert un jour un geste silencieux de vos parents que vous n'aviez jamais compris auparavant? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager votre expérience. Vos récits sont souvent plus puissants que toutes les fictions. Peut-être qu'en les racontant ici, vous aiderez quelqu'un d'autre à regarder sa propre famille avec un peu plus de compréhension et peut-être même à réparer un silence qui dure depuis trop longtemps. How many times I have barked. So if someone does exclamation mark bark, yeah, ding is per user. I want it to be, you do exclamation mark bark when I bark, and it'll say the streamer has barked X amount of times.
I've never made stream elements count as work. Sorry, guys, I'm actually just a really bad streamer. Anyway, we have to go back to work. Anyway, I have to do my actual job, unfortunately. Bye. I don't know how to do that, Coops. I'll work it out. Stream elements is unreliable. I have a question now. Go on, real quick, Redder. Gianna Menorca, welcome in. Hi, Gianna. How are you doing? Are you having a better day today? Give me your question real quick, and then we'll go to work. Why would you need a bark counter for the stream? Because I had a tough childhood. Anyone want to find out? You don't know half of it. I just bark a lot. I just think it's a funny bit. You know? Anyway, if anyone would like to help me with this, feel free. If you'd like to backseat it for me. I see. Please don't leave. Bye.